Toutes les semaines, on nous dit « reprenez le travail, tout va bien ». Et puis les gens qui regardent, ils s'aperçoivent que c'est pas vrai. Et puis il y a toutes les mesures politiques de Vichy qui sont prises en 48 heures. Pétain sort une constitution de sa manche et il établit une constitution. On supprime les conseils, toutes les assemblées, hein, conseil municipal, conseil général, parlement, tout ça disparaît. La République disparaît. Alors il y a un tas de gens qui ont généralement un petit peu une formation politique, pour des raisons quelconques, que ce soit d'ailleurs de gauche ou de droite. Il y a des royalistes qui ont eu les mêmes réactions. La majorité, c'est des gens de gauche, qui disent « il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, et qu'on ne peut rien faire ». Alors on prend des bouts de charbon et on traîne. Toutes les semaines, on nous dit « reprenez le travail, tout va bien ». Et puis les gens qui regardent, ils s'aperçoivent que c'est pas vrai. Et puis il y a toutes les mesures politiques de Vichy qui sont prises en 48 heures. Pétain sort une constitution de sa manche et il établit une constitution. On supprime les conseils, toutes les assemblées, hein, conseil municipal, conseil général, parlement, tout ça fait des graffitis. Et puis ensuite on fait des tracts. Et puis ensuite on s'aperçoit qu'un des problèmes essentiels, c'est d'informer les gens de ce qui se passe. Alors on sort l'invention étonnante, et il faut bien comprendre ça, on sort des petites feuilles clandestines. On ne peut pas appeler ça des journaux, c'est des feuilles redéotypées avec la pâte. Je ne sais pas si vous utilisez encore la pâte dans les... On n'est pas d'accord, on cherche à faire quelque chose, on a des copains, on discute, on fait des graffitis, on fait des tracts, et au bout de quelques temps, on se dit, bon ben on a des rodéos, vous connaissez les rodéos, les je sais pas. Oui, bien sûr. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et puis, on entend parler de De Gaulle, mais on l'entend pas. Personne, très peu de gens l'entendent. On sait qu'il y a un général, il a le culot de s'appeler De Gaulle en plus, hein. C'est vrai. Mais bon, ben, on ne sait pas ce qu'il fait. Il veut continuer la guerre, très bien. Il y a des gars qui ont envie de faire quelque chose, ils peuvent le faire. Il y a des jeunes, ils prennent un bateau, ils le rejoignent. Ils ne sont pas très nombreux. Et ils ont les mêmes motivations. Les gars qui sont à Lyon et qui distribuent les tracts, et les gars qui sont à Vannes, les élèves de Lucie, elle enseigne à Vannes cet hiver-là, qui prennent un bateau, c'est les mêmes. C'est les mêmes motivations. Sans coordination. Mais, hein, ils n'étaient pas coordonnés en fait. On n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on veut réagir. En plus, il y a encore à cette époque-là pas mal de patriotisme. Et puis voilà, et puis petit à petit, tous ces petits groupuscules, ben, ils se rencontrent. Forcément, ils se rencontrent. Par exemple, prenez un patelin comme Chimène. Mon groupe à moi, il s'appelait Libération. Il faisait un journal qui s'appelait Libération. Il était distribué. On avait un distributeur à Montpellier. Il y avait des filières. Il arrivait à Sumène. Mais il arrivait à Sumène pas dans n'importe quelle main. Il arrivait dans les mains de quelqu'un dont le distributeur pensait que ça l'intéresserait. Mais le même quelqu'un, il reçoit un autre journal qui s'appelle Combat, ou qui s'appelle Franc-Tireur. Alors, il y a un phénomène intéressant, mal étudié. Il y a un phénomène de boule de mercure qui se rejoignent. Alors, petit à petit, ça s'organise. La fabrication des journaux clandestins, c'est encore toute une histoire. C'est très compliqué. Il faut trouver du papier. Il faut trouver... Le plus simple, c'est les journalistes. Trouver quelqu'un qui prend un stylo et qui écrit un article, on en avait beaucoup. Il y avait quand même un problème d'information. Hein. Il fallait collecter de l'information. Et puis ensuite, il y a l'imprimerie. Et puis ensuite, il y a le réseau de distribution. Ces journaux qui sont vite produits à des dizaines de milliers d'exemplaires, il faut les distribuer. Et ça, le réseau de distribution, on n'envoie pas ça par la fenêtre. Il faut apporter un paquet à Grenoble, un paquet à Avignon, un paquet à Marseille, un paquet, etc.
Et là, il faut qu'on ait quelqu'un qui soit dans le circuit et qui ait lui-même son réseau de distribution. Et ces réseaux de distribution, c'est ça qui a été le squelette des mouvements de résistance à l'origine. Le besoin d'information, le désir de faire quelque chose, et la distribution de l'information qui contient un peu de propagande. Hein. Faut pas... Et votre aventure personnelle là-dedans, vous rentrez en résistance à partir de quand? Mon aventure personnelle, c'est un petit détail. Moi, je suis prisonnier de guerre, comme beaucoup. Oui. Je m'évade. Je peux m'arriver à faire passer mon adresse à Lucie, et elle se débrouille, elle vient et elle me fait passer des vêtements civils. Je me fais admettre à l'hôpital, j'ai des vêtements civils, je me change, je saute la grille de l'hôpital et nous voilà partis avec Lucie pour Paris. Alors on reste pas à Paris, en plus, comme vous savez, je suis d'origine juive, je n'ai pas à l'aise à Paris, on part à Lyon. Alors à Lyon, Lucie, elle dépend de l'académie de Strasbourg. Et quelque part, vers la fin du mois de septembre, elle part à Clermont-Ferrand parce que les autorités de l'Académie de Strasbourg sont réfugiées, sont installées à Clermont-Ferrand. Elle veut se faire donner un poste à Lyon. Et elle va y arriver sans peine, parce qu'il y a beaucoup de profs qui sont prisonniers. Alors elle part à Clermont et elle rencontre un de nos copains, qui s'appelait Jean Cavaillès, un philosophe, qui était à ce moment-là affecté à l'université de Clermont. Ils discutent à une table de bistrot, place de Jaune, en plein air. À la table voisine, il y a 2-3 gars qui les entendent et qui prennent leur verre et qui disent « Vous permettez ?» Ils s'assoient et ils discutent ensemble. Alors à la table voisine, il y avait un ancien officier de marine qui s'appelait Emmanuel Dastier de la Visserie, qui était devenu journaliste 10 ans avant, et puis il y avait le secrétaire de la rédaction du journal La Montagne. Et ils étaient exactement sur la même longueur d'onde. Il faut faire quelque chose. Il faut absolument qu'on fasse... On ne peut pas accepter l'état actuel. Tout ça, c'est des gens qui ont une base de formation politique sérieuse. Et ils décident autour de la table de bistrot de créer la dernière colonne. Ma Lucie a son poste au lycée de filles de Lyon, elle rentre à Lyon le lendemain matin, et elle me dit, ben voilà, on a fait la dernière colonne, on va résister au gouvernement de Pétain et résister aux Allemands. Bon. Alors moi, j'avais été prisonnier de l'armée allemande après un combat, j'avais été dur, j'avais vu des copains blessés, etc. Alors l'idée que Lucie et la dernière colonne vont chasser l'armée allemande et le maréchal Pétain, j'ai été 24 heures sceptique. Alors, le lendemain, on sonne à la porte. On avait un petit logement à Lyon. Je vais ouvrir, il y avait derrière la porte un grand gars, à bonne gueule, sympathique. Il ne me regarde pas et il crie « Sous le pont Mirabeau ». Et du fond de sa cuisine, Lucie répond « Coule la Seine ». Voilà. Le verbe, c'était le mot de passe de la dernière colonne. Le type entre, on fait connaissance, c'est Jacques Vernon. C'est le frère aîné de Jean-Pierre Vernon. Les deux Vernon sont tous les deux agrégés de philo à 1 an d'intervalle. Alors Jacques Vernon vient, s'assied, il discute un peu, la suite de la discussion de la place de Jaune, et finalement je me dis, après tout, bon, ils ont raison, il ne peut pas rester les bras ballants. J'en suis. Voilà comment je suis entré là-dedans. C'est comme ça. Ça s'est passé comme ça. Alors, la dernière colonne, ils ont été arrêtés par la police française, ils ont été mis devant un tribunal, ils ont été condamnés à 3 mois de prison, et au bout de 3 mois, ils sont sortis libres. 3 mois, c'est tout. Oui. C'était pas méchant. C'était l'hiver 40-41. Ouais, ça commençait à peine, ouais. C'était la police française, ils avaient distribué des tracts, bon, c'est tout. Entre parenthèses, c'était beaucoup moins dangereux d'entrer à ce moment-là dans la résistance qu'en 1943, quand tous les murs de France étaient couverts d'affiches annonçant
un tel a été terroriste, a été fusillé le matin. Là, la répression était quelque chose de beaucoup plus dur. On a tort de donner des crédits spéciaux aux gens qui sont arrivés tôt. C'était bien plus facile. Bon, ceci étant, ce qui est singulier, c'est qu'ils sont arrivés tôt, ils étaient volontaires et ils sont restés, même quand c'est devenu plus difficile. Ça, c'est la camaraderie, la solidarité et l'optimisme. Moi, je dis ça maintenant aux jeunes dans les écoles. Je dis tous les gens qui sont entrés dans la résistance, comme vous dites, ou qui ont rejoint De Gaulle, c'était des optimistes. C'était des gars qui savaient qu'il y avait de l'espoir, que ce qu'ils allaient faire, les risques, ce qu'ils allaient courir, ça valait la peine. Et je le dis aux jeunes, je leur dis, vous êtes souvent dans les jeunes ados à notre époque sont pas à l'aise. Ils ne voient pas un avenir clair. Mais je leur dis, c'est la même chose pour vous. Et comment avez-vous fait la connaissance de Jean Moulin? Dans quelles conditions? Alors, c'est une autre histoire. Ah, ça va. Parlons-nous pour 3h30. Non, il nous dira stop. Ça commence comme ça avec le journal. Oui. C'est l'année 41. Oui. Alors en même temps, il se produit quelque chose d'intéressant. Comme je vous disais, les distributeurs de journaux, ils comparent les journaux. Ils disent, mais c'est les mêmes. On voit quelques petites nuances, politico, mais c'est la même chose. Pourquoi ils ne se mettent pas d'accord? Et puis à la tête, il y a De Gaulle. De Gaulle, il rêve de rentrer dans la guerre. Alors De Gaulle, en bon militaire, il faut des effectifs. Donc, il y a un double courant d'unification de la tête et de la base. C'est très intéressant à regarder. Alors, les obstacles, ils sont dans l'intermédiaire. Ils sont chez les petits chefs au milieu, qui veulent garder leur personnalité et qui trouvent des arguments, quelquefois valables, hein. Par exemple de sécurité, d'organisation. Et ça se négocie. Ça se négocie. On négocie finalement. On décide qu'on va faire l'unité, d'accord, mais on gardera notre journal. Les journaux sont restés. Les journaux qui ont survécu à la répression sont restés. Libération tirait à 400 000 exemplaires en 1944. Alors, le père de Gaulle, qui est convaincu, d'abord il a beaucoup d'informations, parce que pendant que je vous raconte mon histoire de tracts et de petits journaux, il y a autre chose qui se passe dans le pays. Il y a les Anglais qui font la guerre. Et les Anglais, pour faire la guerre, ils ont besoin de renseignements. Alors ils envoient des agents. D'abord de l'intelligence service, et puis Churchill fait créer un service spécial qui s'appelle SOE, Special Operative Executive, qui envoie des agents pour monter des services, des petits points de renseignement, surveiller l'armée allemande, ses déplacements, les chemins de fer, la production industrielle, tous les paramètres dont ils ont besoin. De Gaulle fait pareil. Il y a 2 systèmes de réseau d'information qui se mettent en place en France dans l'année 41, début de 42. Donc De Gaulle est au courant de ce qui le général est au courant de ce qui se passe en France. Il a des informations qui remontent. Les Anglais aussi. Alors il décide d'envoyer quelqu'un pour mettre en œuvre ce courant d'unité qui devient nécessaire. Pour ça, il reçoit la visite d'un ancien préfet évoqué par Pétain, Jean Moulin, de gauche, d'origine de la région, Béziers, franc-maçon, etc., père de famille de franc-maçon, qui a été conduit aussi à chercher à faire quelque chose. Alors, entre sa révocation, qui date de l'hiver 40-41, et son arrivée à Londres, il voyage en France. Il regarde ce qui se passe. Il comprend, il fauche des faux papiers dans une sous-préfecture, il part au Portugal, il arrive à Londres, il va voir De Gaulle, il discute. On ne sait pas,
le contenu de la discussion. Personne ne sait. Jean Moulin n'a pas parlé, même à sa sœur, qui était sa confidente, et De Gaulle n'a rien écrit là-dessus. Ils sont réunis 3 ou 4 fois pendant une période de 10 jours, et finalement, De Gaulle décide de l'envoyer en mission, en France. Alors, vous m'avez demandé comment j'ai rencontré Jean Moulin. Bon. Jean Moulin est parachuté dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, dans la région de Béziers, avec 2 radios pour ses communications. Qu'est-ce qu'il fait? Il va rencontrer les gens de la résistance pour leur expliquer quelle est sa mission et quels sont les moyens qu'il a avec lui. Il commence par Marseille et il rencontre le capitaine Freinet, qui est l'organisateur et chef du mouvement combat. Et puis, quelques jours après, vers la fin de la première semaine de 1942, il a rendez-vous à Lyon avec Bernard. Bernard, c'est le pseudonyme de Emmanuel Daltier de la Vigerie. C'est le patron de Libération. Ce jour-là, Bernard n'est pas là. Il n'est pas à Lyon, il est en voyage. Mes copains me disent, tu vas aller rencontrer un envoyé de Gaulle. Il s'appelle Rex. Le rendez-vous est à 7h du soir, demain soir, sous les colonnes du théâtre municipal de Lyon. Et puis tu lui diras que Bernard n'est pas là, tu arrangeras ses rendez-vous et tu verras si on peut l'aider. C'est Rex qui vient de Londres. Et me voilà parti, planté derrière, il faisait froid, hein. C'était la fin janvier, derrière les colonnes de Lyon, et le théâtre municipal est juste derrière la mairie, c'est plein de flics dans le quartier. Et je dois rencontrer un monsieur Rex, que j'ai jamais vu, qui ne m'a jamais vu. Comment va-t-on se reconnaître? C'est une question que je pose toujours dans les classes de 3e. C'est extraordinaire la réponse des gosses. On est clandestin, il fait nuit, il fait froid. Il y a 2 hommes qui doivent se rencontrer, ils ne se connaissent pas, il y a de la police partout. Comment est-ce qu'ils vont se reconnaître? Alors là, l'imagination des gosses est merveilleuse. Plusieurs fois, on m'a dit, ils ont tous les 2 un chapeau jaune. Chapeau jaune. Ils fumaient tous les 2, peut-être. Une cigarette. Le journal. Un journal. Bref. Bon, oui, on va avoir Je leur dis la vérité, parce qu'il y avait une vérité. Oui. Donc on se rend compte, naturellement. Moi, j'ai vu arriver un bonhomme le long du trottoir. Il marchait. Il avait l'air de regarder ce qui se passait un petit peu autour de lui. Quand il est arrivé à ma hauteur, sans me regarder et sans qu'il me regarde, j'ai dit, en haute voix, la lune est verte. Et il a répondu, sans me regarder, non, la lune est pointue. Mais c'était fini, on s'était reconnus. Il y avait un repasse. Oui, oui. Voilà comment j'ai rencontré Jean. C'était la fin de la première semaine de 1942 à Lyon. Et après, vous avez sympathisé ensemble, vous avez... Après, il veut tout savoir. Bon, Il veut tout savoir. il saurait tout. Alors, Jean Moulin m'a dit, suivez-moi. Alors, il a remonté le long de la mairie et la rue Pugaillot. On est arrivé sur la place. Il avait une clé, il a ouvert une porte, il m'a fait entrer, il a fermé la porte à clé, et il m'a dit « Bonsoir Bernard ». Puisqu'il croyait que j'étais Bernard, naturellement. Alors je dis « Je ne suis pas Bernard, je suis Aubrac ». Bernard n'est pas là, on m'a chargé de venir au rendez-vous. Est-ce que je peux vous être utile au quoi que ce soit? Alors il m'a dit « Je vais vous montrer mon ordre de mission ». Et il a pris dans sa poche une boîte d'allumettes. Il a enlevé les allumettes, il avait une petite pince à épiler, il a soulevé le fond de la boîte, et dessous il y avait une micro-photo. C'était son ordre de mission, c'est la première fois que j'ai vu la signature de De Gaulle. Et alors voilà, il avait comme mission, premièrement, aider à la coordination des mouvements de résistance de la zone sud, et deuxièmement, aider à mettre sur pied l'armée secrète.
l'armée secrète, c'est encore une autre histoire. J'étais d'accord avec cette mission. Je lui ai dit tout de suite, c'est bien que vous ayez ce genre de mission, on en a besoin. Parce que dans chaque mouvement vers la fin 41, on avait regardé l'évolution de la guerre. L'opinion du pays avait changé. L'opinion était à 90% pour Pétain au début, évidemment. Et puis il y a eu, d'abord l'Angleterre n'a pas été prise. Ensuite, il y a eu, en juin 41, l'attaque en Union soviétique, qui a pour tout le monde évoqué Napoléon. Hein. C'était inévitable. Et puis en décembre, fin novembre, début décembre, il y a eu Pearl Harbor. Donc, le panorama de l'ensemble de la guerre change à ce moment-là. Et les gens sont sensibles à ça. En plus, on fait des efforts pour les informer. La radio anglaise est très importante. Les radios longues. Mais bien sûr, on sait ce qui se passe. Alors, on éprouve dans les besoins de résistance le besoin, dans les mouvements de résistance, le besoin de participer. On sait qu'il va y avoir une grande chance de débarquement. Donc, on va se battre. Ben, nous, on voudrait se battre. Il y a beaucoup de gars qui ont envie de se battre à ce moment-là. Ils sont dans ces réseaux de distribution où ils sont des membres du Parti communiste qui ont été remobilisés au moment en juin 41, au moment de l'attaque de l'Union soviétique. Alors, dans chaque mouvement de résistance, il se crée un petit noyau qu'on appelle paramilitaire. Alors, ce noyau, il est chargé d'identifier les camarades qui voudraient se préparer à participer au combat. Le hasard faisait qu'à ce moment-là, depuis quelques mois, dans mon organisation Libération, on m'avait chargé du mouvement paramilitaire. Probablement parce que j'étais antimilitariste. En tout cas, voilà, j'étais le paramilitaire de Libération. Donc la mission de Jean Moulin m'intéressait, je lui ai dit. Et alors, je l'ai rencontré. Alors Jean Moulin avait son organisation. C'était un homme très puissant. Hein. Il faut se rendre compte. Il a les finances, les communications. Tous les radios de la résistance sont sous son autorité. Les parachutages, les atterrissages clandestins. Il a tout ça. Tout ça est virtuel et clandestin et pourchassé par toutes les polices. Et cet homme-là... Et vous voyez régulièrement avec lui? Pas régulièrement. Enfin, oui. Trop facile. C'est pour la police. Pardon, je peux faire un petit... introduction. Il faudrait faire une petite... Organisation de résistance de l'armée. C'est une organisation qui était montée par des officiers d'active, ou d'anciens officiers d'active, et qui avait son recrutement assez fermé, et qui politiquement était anti-gaullistes. Ils étaient les admirateurs du général Giraud. Ils étaient girodistes, voilà. Il y avait coupure entre De Gaulle et Giraud. Un jour, le gouvernement d'Alger reçoit une proposition formulée par l'état-major de l'ORA. Les officiers, généraux ou autres, de l'ORA disent si on pouvait faire un abcès de fixation au centre de la France, on pourrait aider les Alliés sérieusement, parce que ça bloquerait un certain nombre de divisions allemandes et ça permettrait d'éviter les risques de débarquement des Allemands sur le débarquement de Normandie et sur le futur débarquement de Provence. On sentait très bien qu'il y aurait un débarquement en province. Alors le gouvernement de Gaulle, à ce moment-là, a examiné cette proposition et ils ont trouvé que c'était séduisant. Et ils ont pensé qu'on pourrait faire à cet endroit-là
dans le centre du Massif central. Le lieu n'était pas très précis. Ce qu'on appelait à ce moment-là soit un maquis mobilisateur, soit un abcès de fixation, mais basé autour d'une force française importante parachutée. Et on pensait qu'il y aurait une zone qui serait libérée, comme la Corse avait été libérée quelques mois avant. Alors, il se posait un problème politique. D'après la Constitution ou les lois de la République, dans la zone des armées, l'autorité sur la population est exercée par l'autorité militaire. Ça s'appelle les droits de l'état de siège. En cas de ce qui est comparable à un siège, l'autorité est exercée par les militaires. Le gouvernement d'Alger était préoccupé par cette question, parce que les militaires en question étaient girondists. Alors, on ne voulait pas participer, mettre en place une opération intéressante stratégiquement, aux yeux des stratèges, mais qui permette de donner aux girondists un atout politique important. Alors, le gouvernement a décidé que le gouvernement de Gaulle serait favorable à cette opération, mais que les droits, les pouvoirs de l'état de siège seraient entre les mains d'un civil nommé par le gouvernement d'Alger. Et à ce moment-là, on avait déjà élaboré ce statut singulier des commissaires de la République. On voulait qu'il y ait là un commissaire de la République chargé de rétablir la République, de nommer les autorités, de prendre des décisions dépendantes d'État, représentants d'État, mais qui soit un civil, pas un militaire. Bon, alors quand ils sont arrivés à cette conclusion, la question suivante c'était, faut trouver un civil qui puisse remplir cette mission, qui comportait une descente en parachute. Alors, pour revenir à mon histoire personnelle, je vous ai quitté derrière les colonnes du théâtre municipal de Lyon, et puis dans l'intervalle, tout après quelques avatars, j'étais arrivé à Alger, et j'étais membre de l'Assemblée consultative provisoire, que De Gaulle avait créée à Alger. Mais je m'étais fâché, je m'étais engueulé avec De Gaulle, durement. Je lui avais dit ni oui mon général, ni bien mon général, je lui avais dit à 5 reprises non mon général. J'avais refusé des propositions et j'étais parti m'engager chez les parachutistes. J'avais écrit une lettre au président de l'Assemblée consultative provisoire et j'étais parti à Stawelli m'engager dans le 1er bataillon parachutiste. Et à l'époque, c'était un entraînement des Britanniques. Et j'aime mieux vous dire que les sous-officiers britanniques en train d'entraîner des jeunes Français parachutistes, c'était pas de la tarte. Hein. Voilà quel était mon statut. En plus, j'étais assez connu de Gaulle, bien sûr. En fait, la vraie raison pour laquelle j'étais connu de Gaulle, c'est que après l'arrestation du général de Lestrin, que De Gaulle avait nommé à la tête de l'armée secrète, Jean Moulin avait décidé, en attendant que De Gaulle puisse nommer un successeur, de nommer 2 hommes, un au nord et un au sud, pour continuer à faire cette unification de l'armée secrète. Et il m'avait demandé de prendre ce poste au nord. Je devais quitter Lyon pour aller à Paris. Entre parenthèses, si j'avais rempli cette mission, je ne serais pas là pour la raconter. Parce que Paris, c'était à l'époque très 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 dur. C'est mi-43. Bon, alors, la réunion, pour mettre au point ce dispositif, était convoquée par Jean Moulin à Caluire le 21 juin 1943. C'est là que la Gestapo nous a pris. Mais De Gaulle savait que Jean Moulin, il avait communiqué, avait pensé nommer le père Aubrac
à Paris pour continuer l'organisation. Donc, on m'a dit, on m'a extrait des parachutistes. J'étais sous-lieutenant, sous-lieutenant de parachutistes. On m'a extrait des parachutistes et on m'a dit, voilà, tu vas être le commissaire de la République de l'opération Caïman. Donc, j'ai dit oui. C'était conforme à mon éthique personnelle. Alors, on m'a envoyé à Londres pour travailler avec l'état-major franco-britannique qui préparait l'opération Caïman. Et on a travaillé pendant quelques jours. C'était une période dure à Londres. C'était les bombardements des V1 et V2. Mais j'avais retrouvé Lucie. J'étais arrivé à Londres, je me souviens de la date, le 29 juin 1944. Bon, Lucie était là, elle travaillait à la BBC, les bébés étaient dans une nurserie. Et puis, dans un local militaire britannique, on s'est assis autour d'une table et on se mit à faire des plans d'état-major. C'est l'exercice le plus stupide que j'ai jamais vu faire. C'est incroyable. On prend les bons hommes, les horaires, l'heure du lever du soleil, dans quel sens les vents vont souffler. Enfin, à quelle heure on prend l'été, Et puis, on a travaillé comme ça pendant une dizaine de jours. Et après une dizaine de jours, on nous a dit l'opération Caïman est supprimée. Et elle n'aura pas lieu. Les Anglais nous ont dit on ne peut pas faire l'opération Caïman parce qu'il y a eu des fuites, la Gestapo est au courant. Ils nous attendent. Et les Français ont dit on ne peut pas faire l'opération Caïman parce que ces salopards d'anglais n'ont pas assez d'avions pour nous parachuter une division. Bref, ils étaient absolument opposés sur l'explication, mais d'accord sur la conclusion, pas de Caïman. Et alors le Montmouchet, la notion de maquis mobilisateur, qui a été appliquée aussi au Vercors et au Brière, qui étaient des erreurs stratégiques, des erreurs très graves, mais des erreurs partagées par l'état-major britannique, par De Gaulle et ses adjoints, et par les responsables de la résistance. On avait été d'accord avec tout le monde était d'accord. Mais oui. Avec les responsabilités que j'avais dans l'armée secrète, j'avais travaillé sur le dossier du Vercors. Pas des Glières ni du Montmouchet. Et j'étais d'accord. Mais c'était quoi, un problème C'était un livraison du matériel? C'était un problème de chronologie. Ouais. Si on avait établi un gros maquis dans les Alpes, en conjonction chronologique avec le débarquement de Provence. Ça allait. Ah, oui. Les Vercors, c'était avant le débarquement de Provence. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il y a eu un sacré gâchis. Enfin bref, voilà l'histoire du Montmouchet. Autrement dit, ça n'a rien à voir avec le film. C'est autre chose. Je ne sais plus pourquoi je vous ai parlé du Montmouchet. Parce que c'est pas loin, parce que c'est le Massif central. Non, je crois que... Et puis c'est pas intéressant, c'est une affaire comme oui, mais vous allez... On trouve à peine les traces dans les bouquins. Mais c'était pour vision externe. Servir, non, mais puis après, ça devait servir de lien entre les différents maquis de la région, non? Le Montmouchet, c'était c'est parachutage. Ça devait être un maquis mobilisateur. Voilà, un maquis c'est-à-dire mobilisateur. Un centre. Voilà. Mais ça ne devait pas être uniquement ça. Oui. Contrairement au Vercors et aux Glières, c'était lié à un débarquement, à un parachutage massif de tout. Ce qui n'a pas été le cas au Vercors. Au Vercors, non, c'était des résistants, oui. Oui. Mais en même temps, il y avait l'idée d'un maquis mobilisateur, on groupait des milliers de jeunes et on en profitait pour les entraîner. Parce que la manie des militaires, quelle que soit leur nationalité, c'est d'entraîner les jeunes. Et encadrer et entraîner. Au bout de 2 mois, les jeunes, ils savent marcher ou pas. Voilà. Donc, on peut les envoyer faire la guerre. C'est ça la doctrine militaire. Pas celle de Giap. Giap, il s'en fout, les gars. Giap, il a fallu faire un oui. Bien, bon, avec... Lui, ce qui l'intéresse, c'est que les gars aient des bicyclettes solides. Voilà. Et qui les fabriquait, les bicyclettes? Parce que là, c'était les nerfs de la guerre, c'était les bicyclettes. En ce qui concerne le Montmouchet, je crois que il n'y a pas besoin de ça dans le film. Bon. Ça vous fait des tas de complications d'inclure
un truc comme ça dans le film. Et ça présente pas un intérêt. Ça ajoute rien au film. C'est le moment de lui demander Si vous décidez de le mettre, je veux bien. Non, mais Ça me écoutez, gêne pas de toute façon, on en a... bon, j'en ai touché un petit mot, et vous aussi au tout début, là. Alors moi, j'aime pas la première. Il y a Bon, deux introductions. Alors écoutez-moi, c'est bien simple, tout cet hommage que nous vous rendons à vous et à Lucie, je vais le supprimer. On a nommé publiquement un général anglais très connu pour commander les forces qu'on préparait à travers le Pas-de-Calais. Et en effet, les historiens vous disent que l'état-major allemand a eu un doute pendant des jours, à une époque où chaque heure a une importance énorme. Non, moi, ce que j'ai entendu dire aussi, c'est que les Allemands, ils étaient parfaitement au courant du plan de débarquement en Normandie, parce que ça avait été trouvé dans les coffres-forts de l'ambassadeur anglais en Turquie, qui était un endroit, dans le montage pour tromper les Allemands, il y avait tout, quoi. les Anglais ont été jusqu'à faire des faux documents, Ouais. programmant le débarquement du Pas-de-Calais et le faire trouver par les Allemands sur un cadavre d'officier anglais. Ouais. Ils ont fait, ça s'appelle l'opération Fortitude. Ils ont fait un boulot énorme. Ils ont fait une armée factice. Tout était faux, ouais. Bien sûr. Alors que ça me fait rappeler, et ça c'est vrai, c'est les Américains, ils savaient trouver les codes secrets, de l'armée japonaise sur les cadavres, ça c'est vrai, Oui. flottant dans japonais. C'est vrai. Vous savez ça? J'ai jamais vu le contraire. Et les Anglais pouvaient faire fonctionner la machine Enigma, c'est-à-dire la machine de codage de l'armée allemande. Ouais, tout à fait. Oui. Et pendant très longtemps, pendant des mois, Churchill était prévenu d'avance de beaucoup des mouvements de l'armée allemande et il n'a pas utilisé cette information. Tout à fait, pour laisser... Il a gardé cette connaissance pour le moment critique. Ouais, ça c'est... Mais les commandants japonais de la flotte japonaise étaient tués par les Américains parce qu'ils savaient qu'ils volaient de telle île à telle île et les Américains étaient là pour l'attendre. Ils l'ont descendu, les Yamamoto. Ah oui, Les Yamamoto, ils étaient tués. Il y a tous les aspects des guerres secrètes qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Il y en a beaucoup. Certaines il y a un rappellent, réseau mais- souterrain. Il y en a beaucoup. Bon, on va vous... Total, hein. Non, Ouais. mais voilà. Il est content, il parle, il est content. Ah oui, mais enfin, quand même, ça va fatiguer. C'est fatigant, quand même. C'est fatigant, Moi, j'aime tout ça. bien, mais Enfin, Bon, vous nous devez encore, vous savez pas ce qui vous attend, hein, parce qu'il faut nous raconter l'histoire de Vietnam. oui. Vietnam, ça sera au cours d'une autre Une heure séance. et demie. 1h30. Il faut nous raconter les histoires avec Kissinger. Ça fait partie du Vietnam. Voilà, donc, et ainsi de suite. C'est une partie de l'1h30, donc ça fait pas une Ça va, heure. ça va. Il a toute l'immunité. L'an dernier. Ah, ça, on la connaît pas. Hein, Ça, on la connaît pas. Qu'est-ce que vous avez fait encore? c'est confidentiel. L'Algérie. Déminage. L'an dernier, vous savez, pour moi, le déminage, c'est une expérience importante. Pour un ingénieur, c'est très remarquable parce que généralement, les ingénieurs, ils ne voient pas le résultat de leur boulot. Oui. On fait des plans, on conduit un chantier, bon, ben, les résultats, on les verra dans 3 ans. Au déminage, on voyait du jour au lendemain les résultats. Parce que dès qu'une zone était déminée, la vie reprenait, agissait. Et alors, bon, moi, les actuels démineurs en France, on a 300 démineurs en ce moment, en France. Ils me considèrent comme leur grand-père. C'est vrai? Oui, ils m'invitent tous les ans, le bureau de leur association m'invite tous les ans à un très bon déjeuner. L'an dernier, c'était la closerie des Lilas. Ah oui, à Paris. Ah oui, À Paris. super, super. Et cette année, c'était le Procope, Ah, le vieux restaurant où Napoléon avait joué ouais. aux échecs. Et alors, donc, le déminage m'a suivi depuis 60 ans, d'une manière ou de l'autre. Alors, je
Je parle pas des minages au Vietnam, au Cambodge, au Kosovo. Bon. La dernière expérience, c'est l'Algérie. Alors l'an dernier, un ami du Quai d'Orsay, qui à l'époque était directeur des mines, car au Quai d'Orsay, il y a un petit bureau qui s'occupe spécialement des négociations sur les mines. Il y a eu un accord international pour interdire les mines antipersonnelles, qui a été signé à Ottawa en 1995, et il y a un accord qui a été rédigé et partiellement signé à Oslo cette année sur ce qu'on appelle les sous-munitions. Alors il y a une petite cellule au Quai d'Orsay chargée de ça. L'ambassadeur, le gars qui est chargé de ce service au Quai d'Orsay m'a annoncé l'an dernier, on parlait du déminage, parce qu'il me consulte avant d'aller à Oslo. Il voulait m'emmener à Oslo, donc je n'ai pas le temps. Et il m'a dit, je l'ai interrogé, qu'est-ce qui se passe en Afrique du Nord? Il m'a dit, mais il y a un problème en Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, l'armée française a établi 2 champs de mines, un à la frontière marocaine et un à la frontière tunisienne. Des énormes champs de mines, avec des mines anti-chars et des mines antipersonnelles, pour empêcher les communications du FLN avec les voisins. En 2008, la paix a été signée en 1962, la paix d'Algérie. 46 ans après, les Français n'avaient pas transmis les plans des champs de mines aux Algériens. Incroyable. Voilà. Il ne sait pas pourquoi. Si, mais Il si, sait, mais bien si, sûr qu'on on sait. sait. Mais... On sait. Il y a 2 raisons, il y a 2 niveaux. Il y a une raison réelle, c'est les militaires qui détiennent ces plans et qui n'ont jamais digéré d'avoir été bâtis à Dien Bien Phu et en Algérie. Jamais. Ça, c'est la raison réelle. Ils ne vont pas dire. Et la raison officielle, elle est merveilleuse. On a perdu le plan. Pas du tout. Pas du tout. L'armée française ne perd pas jamais. Le gouvernement algérien n'a jamais demandé officiellement transmission des plans. Alors voilà, on m'a expliqué que pour les diplomates, c'était très simple. Si le gouvernement algérien voulait bien demander officiellement la transmission des plans, on leur enverrait les plans. 66 ans après la guerre. 46 ans. Et combien de morts? Parce qu'on compte des années, mais on ne sait pas ça, combien de morts. Ça a tué des morts. Ouais. Le total de ces champs de mines représente environ entre 4 et 5 millions de mines. C'est des champs énormes. C'est scandaleux. Alors, quand mon petit copain m'a annoncé ça, j'ai envoyé une lettre à Bernard Kouchner en lui disant, voilà, je viens d'apprendre que, ce qui me paraît scandaleux et intolérable, je vous rappelle que les soviétiques ont trouvé dans les locaux de l'état-major allemand en 1945 les plans des champs de mines que les Allemands ont posés en France le long des côtes. Ils nous les ont envoyés dans l'été 1945 avec un petit bombardier soviétique qui a atterri au Bourget. Et à partir du moment où on a réquisitionné tous les ateliers de photocopie de Paris, qui n'étaient pas très nombreux, et à partir de ce moment-là, dans ces zones, le déminage a doublé de vitesse. En plus, et je vais lui rappeler une histoire que je vous avais déjà racontée, en 1975, à la fin de la guerre américaine, moi je me trouvais à Hanoï pendant le dernier mois de la guerre américaine, en mission pour le secrétaire général des Nations Unies. La guerre s'est terminée le 30 avril 1975. Le 3 mai, j'ai été rappelé à New York par mon patron, le secrétaire général. J'avais été chargé de préparer les listes des aides humanitaires fournies par les Nations Unies et toute la famille des Nations Unies à la fin de la guerre.
il y avait des dépôts en Malaisie, en Thaïlande, dans toute la région. Alors le 3 mai, j'ai été rappelé à New York, et avant de partir, j'étais à prendre congé du Premier ministre, Pham Van Dong, pour lui faire un petit compte-rendu du travail que j'avais fait. Et il m'a dit, vous rentrez à New York? Oui. Je vais vous demander un service personnel. Je voudrais que vous alliez voir le président de la Banque mondiale, de ma part, pour lui dire que maintenant le Vietnam est réunifié, nous avons d'énormes problèmes de construction et nous allons avoir besoin d'une aide de la Banque mondiale et du FMI. Et je voudrais qu'il vous donne sa réaction personnelle que vous me ferez connaître avant que nous ne formions des demandes officielles. Alors je suis rentré à New York, j'ai donné mon paquet de dossiers au service, j'ai fait une petite conférence de presse, puis le lendemain, j'avais demandé un rendez-vous avec le président de la Banque mondiale qui est à Washington. Et à Washington, j'ai trouvé M. Robert McNamara, qui avait été ministre de la guerre de Kennedy et de Johnson. Alors je lui ai amené le message de Pham Van Dong. Il a tout de suite réagi positivement. Il m'a dit, dites à vos amis vietnamiens que nous allons essayer de les aider et je vais proposer une réunion cet été en Europe. On était au début du mois de mai. Et alors ensuite, je lui ai dit, maintenant j'ai une question personnelle à vous poser. Il m'a regardé avec des yeux ronds. Et voilà, après la guerre, j'ai été chargé du déminage dans mon pays. Et dans l'été 1945, les Soviétiques ont trouvé ces plans à Berlin. Ils nous les ont envoyés. Et nous avons épargné des centaines de morts. C'est certain. Et bien maintenant, sur le 17e parallèle, il y a 4 lignes de champs de mine qui portent votre nom. C'est la ligne McNamara. Et ça tue des paysans tous les matins. Est-ce que vous ne pourriez pas leur envoyer les plans? Et McNamara m'a dit, écoutez, je ne suis plus dans le gouvernement américain, puisqu'il était président de la banque, mais j'ai encore beaucoup d'amis au Pentagone. Je pense que je vais obtenir ces plans. Comment est-ce qu'on va les transmettre? Alors je lui ai dit, le secrétaire général des Nations Unies. Je me voyais déjà, avec mes valises, apporter les plans aux Vietnamiens. 8 jours ou 9 jours que notre ambassadeur a dû quitter Saigon en hélicoptère. Un hélicoptère, vite fait, quoi. Ouais, parce que... Si l'opinion publique américaine apprend ça, ça va être impossible. Très mal. Alors je lui ai demandé, les Français. Il m'a dit, est-ce que vous croyez que les Français accepteraient de transmettre? Je lui ai dit, si je peux utiliser votre téléphone, on va le savoir. De son bureau à Washington, j'ai appelé l'Élysée à Paris. J'ai demandé à parler à quelqu'un du cabinet du président, qui était Giscard d'Estaing. Qui était à l'époque Giscard. Giscard d'Estaing. Je lui ai expliqué, je lui ai posé le problème, il m'a dit, ne quittez pas. Et 25 secondes après, il m'a dit, dites au président McNamara que nous sommes prêts à transmettre ses plans. Et ça a été fait. Ça a été fait. Mais en cachette. En cachette. Hein? En cachette. On ne savait pas, officiellement. Naturellement. Oui, c'est possible. Les diplomates français ont reçu les plans à Washington et les ont communiqués à Hanoï. Alors je racontais tout ça dans ma lettre à Bernard Kouchner. Et 8 jours après, il m'a dit, vous avez bien fait de m'alerter, nous faisons communiquer les plans. C'est ma dernière opération de déminage. Ils l'ont fait quand même. C'est une opération, oui, ils l'ont fait. Mais c'est une opération qui ne servira à rien. Parce que, après 45 ans. Il doit en avoir encore en 2000. Hein. Dans ce climat, c'est pas, bon. bien sûr. Mais il y a les symboles aussi. Par contre, les Américains, ils n'ont jamais signé la convention contre les armes de mine personnelles. Ils n'ont jamais signé un Alors, ils n'ont jamais essayé, les Russes non plus, les Chinois non plus. Oui, il y a toi. Et la France, je ne suis pas sûr. La France, non mais c'est pire que ça. La France, éclaircissez-moi. La France, attendez. Vous voulez la vérité? Oui, Vous voulez... c'est pour ça que je vous la pose.
la France a signé les accords d'Ottawa de 1995 qui décident d'interdire la fabrication, le stockage et l'emploi de mines antipersonnelles. Bon. Moi, j'ai vu ça, j'étais content que la France ait signé et ratifié. Le Parlement a ratifié. Mais il y avait un problème. C'est un problème technique. Tous les 3-4 ans, il y a une manifestation au Ballon d'Alsace. Il y a le monument aux démineurs, un très beau monument. Il y a 2 flèches en béton de 30 mètres. À mi-chemin, il y a un corps projeté. Et j'étais invité à cette manifestation. J'ai rencontré l'homme qui, à l'époque, était directeur du déminage, un officier de marine détaché. Et je lui ai posé ma question. La France venait de ratifier le traité d'Ottawa. Quand on a fait le déminage, après la Seconde Guerre mondiale, on a trouvé des mines anti-chars et des mines antipersonnelles. Bon. Les champs de mines anti-chars étaient toujours parsemés de mines antipersonnelles. Si vous laissez un champ de mines anti-chars comme ça, les types avec leurs détecteurs y passent impunément. Il faut 300 kilos, 250 kilos pour exploser. Ils repèrent les mines anti-chars et ils les enlèvent. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, les champs de mines anti-chars étaient constamment toujours parsemés de mines antipersonnelles. Alors on signe le traité, plus de mines antipersonnelles. Les mines anti-chars sont encore autorisées. Et alors comment on les défend, ces mines anti-chars? C'est ça la question que j'ai posée à mon petit officier de marine. Alors il m'a répondu, on n'a plus de mines antipersonnelles, mais on a des ingénieurs. Alors maintenant, nos mines anti-chars sont munies d'un dispositif antipersonnel, anti-démineur. Voilà. Ça veut dire que quand on marche dessus, ça fait tout sauter. Autrement dit, on n'a plus de mines antipersonnelles, mais nos mines anti-chars sont devenues des mines antipersonnelles. Voilà la vérité. C'est encore pire. Parce que les journaux ne vous disent pas. Là, quand ça doit exploser. Je savais qu'il avait un loup en quelque part, que la France avait signé quelque chose, mais c'est ça. Mais voilà, je sais Alors, pas. il y a encore un autre problème. Mais les questions, c'est un truc terrible. 80% des victimes, c'est des civils. Ouais. Surtout des gars. Oui, bien sûr. Moi, je travaille depuis des... Enfin, je fais rien. Mais j'accompagne les handicaps internationaux. Ils font du très bon boulot. Je les ai accompagnés au Cambodge, au Kosovo. J'étais 2 fois au Kosovo. Mais c'est vraiment des trucs terrifiants. C'est l'horreur, ça. Nous, on finance avec Terre des Hommes. À Oslo, la discussion d'Oslo, elle porte sur ce qu'on appelle... Mais si on entre là-dedans, c'est presque aussi long que le Vietnam. Hein. On va le fatiguer. Qu'est-ce qu'il fait?